Alors, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver encore là, très nombreux ce soir pour une conférence, en fait pour notre assemblée annuelle et aussi pour la conférence du Dr Hazard. Comme vous savez, depuis quelques années, on a pris l'habitude de joindre une conférence d'un médecin de l'hôpital à notre assemblée annuelle. En fait, le but de ces conférences-là, c'est de vous permettre de vous présenter les grands médecins de l'hôpital et aussi les grands secteurs d'activité de l'hôpital, ce qui se passe, les réalisations, les projets, les enjeux. Alors, ça nous donne aussi l'occasion de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec les dons, comment vous contribuez à faire progresser l'environnement, la qualité des soins aux patients et voilà, et donc vous encourager aussi à continuer votre fidélité. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Myrna Hazard, qui est endocrinologue et spécialiste des problèmes liés à l'obésité. Avant de vous la présenter formellement, j'aimerais souligner la présence ce soir avec nous de plusieurs intervenants de l'hôpital et du CIUS du nord de l'île de Montréal qui sont au kiosque de chaque côté de la salle et qui tiennent ces 6 kiosques sur l'alimentation, différents aspects des maladies liées au surpoids, à l'obésité, comment les régler, comment contrôler, entre autres, là, je vois les problèmes de diabète et tout. Alors, je vous invite après la conférence à circuler, aller les rencontrer, leur poser des questions. Et je voudrais souligner Mme Cathy Dresdel et M. Étienne Dumais-Roy pour la coordination de ces activités. Maintenant, laissez-moi vous présenter Dr Myrna Hazard. Elle a un parcours vraiment tout à fait remarquable. Elle est médecin spécialiste en endocrinologie et diplômée de l'Université McGill. Elle a aussi réalisé une surspécialisation en obésité au Centre d'excellence en obésité de l'hôpital d'Ottawa. Dr Hazard travaille à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal depuis 2015, où elle pratique en endocrinologie générale et tient une clinique d'obésité pour les patients inscrits au programme de chirurgie bariatrique. Elle est aussi diplômée du American Board of Obesity Medicine et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Alors, je vous prie d'accueillir Dr Hazard. Alors, je vais juste ouvrir la présentation pour commencer. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de l'alimentation, de surpoids et de maladies métaboliques. Donc, les objectifs de la présentation, c'est de comprendre le lien entre le mode de vie et l'obésité, de parler de la perte de poids et de voir les différentes approches dans le traitement de l'obésité. Commençons par définir l'obésité. L'obésité, c'est un excès de tissu adipeux au niveau corporel qui pose un risque pour la santé. Mais évidemment, ce n'est pas toutes les graisses dans le corps qui sont délétères au niveau de la santé. En fait, c'est celles qui sont situées au niveau viscéral. C'est celles qui sont situées autour de l'enveloppe du cœur, au niveau du thorax, ou à l'intérieur du foie, ou à l'intérieur de l'abdomen. Donc, c'est les graisses viscérales. Et pour une personne qui a une distribution des graisses plus périphériques, donc au niveau des hanches ou au niveau des cuisses, par exemple, le risque au niveau de la santé est moindre que quelqu'un qui aurait une silhouette de type plus poire, comme c'est illustré dans le schéma. Donc, on calcule l'indice de masse corporelle pour catégoriser le niveau d'adiposité au niveau du corps et puis on place ça dans des catégories. L'obésité, c'est défini comme un indice de masse corporelle supérieur à 30 et on va parler de surpoids lorsque l'indice de masse corporelle est entre 25 et 30. L'indice de masse corporelle, on le calcule en prenant le poids en kilos divisé par la taille de la personne en mètres mis au carré. Alors, on ne peut pas tout miser sur l'indice de masse corporelle, évidemment, parce que c'est juste un outil de dépistage. C'est un reflet de la quantité de graisse au niveau du corps, ce qui va vraiment être l'outil pour mesurer le risque de développer des problèmes au niveau de la santé, c'est le tour de taille. Donc, dans les dernières recommandations de Diabète Canada et aussi au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'on recommande, c'est un tour de taille pour les hommes inférieurs à 102 cm et pour les femmes inférieures à 88 cm.
Alors maintenant, si on regarde un petit peu le rapport qui a été émis par le Réseau canadien en obésité, c'est un rapport qui est émis à chaque année. On se rend compte que la prévalence de l'obésité au Canada, c'est de 20 %. Au Québec, c'est 18 % la prévalence de l'obésité. Et ce qui est frappant, c'est en fait que depuis 2009, il y a une augmentation du taux d'obésité à travers les années. Et le groupe où il y en a le plus, c'est surtout ceux qui ont un indice de masse corporelle entre 30 et 35. Maintenant, on parle de l'obésité comme étant une maladie chronique. Ce n'est pas une condition, c'est vraiment une maladie et ça a été dit de cette façon par différentes grandes associations, dont le Réseau canadien en obésité et l'Association médicale canadienne. Pourquoi c'est une maladie chronique? Parce qu'il y a une partie génétique, comme on va le voir, parce que cette maladie-là en engendre d'autres et parce qu'elle diminue l'espérance de vie. C'est quoi les conséquences de l'obésité ou du surpoids? Donc, la manière de l'illustrer puis de s'en rappeler, c'est les 4 M, mental, métabolique, mécanique et monétaire. Donc, les conséquences qu'on connaît le plus au niveau de la santé, c'est les conséquences métaboliques, le développement de diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, de gouttes, la stéatose hépatique, ça veut dire le foie gras. Il y a aussi les problèmes mécaniques comme l'apnée du sommeil, le reflux gastro-œsophagien, les problèmes articulaires. Mais il y a aussi au niveau mental une incidence un peu plus élevée de dépression, de troubles alimentaires. Et aussi au niveau monétaire ou au niveau de la qualité de vie, parfois il peut y avoir un impact, plus de coûts, par exemple pour des patients qui doivent payer pour des programmes de perte de poids. Des fois, il y a des préjugés aussi qui font que certaines personnes ont plus de difficultés à se trouver des emplois. Donc, les conséquences de l'obésité sont vraiment au niveau multisystémique. Donc, la manière de grader, si on veut, l'obésité au niveau clinique, bien, c'est non seulement au niveau médical, mais c'est aussi de considérer l'aspect psychologique et aussi l'aspect fonctionnel de la personne. Comment on en arrive là? Il y a plusieurs raisons. Il y a une grande partie génétique. Il y a des patients qui ont une prédisposition à prendre du poids plus facilement. Il y a certaines conditions médicales parfois, mais je vous dirais qu'elles sont plutôt rares, les conditions directement en cause avec l'obésité. Par contre, il y a beaucoup d'emphase maintenant qui est mise sur d'autres facteurs sur lesquels on peut avoir le contrôle. Il y a l'environnement dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a certains médicaments qui augmentent l'appétit, un sommeil non réparateur et évidemment la santé émotive. Ça, c'est pour les patients qui ont par exemple des dépressions ou des troubles alimentaires. J'aimerais vous glisser un mot sur l'effet de l'alimentation sur la prise de poids. Dans les dernières années, on a beaucoup parlé du gras, puis de l'importance de faire attention aux gras trans dans notre alimentation. Et on a fait la guerre au mauvais gras. C'est sûr, et ça a été prouvé dans la littérature scientifique, que les mauvais gras sont en cause, en partie, là, des problèmes cardiovasculaires. Mais maintenant, de plus en plus, l'ennemi numéro 1, c'est les sucres. Alors, le coupable, on l'appelle le fructose. C'est quoi exactement? Les sucres, les glucides, c'est la grande catégorie des sucres. Les sucres ajoutés, c'est ceux qui sont mauvais. Parce qu'évidemment, du fructose, il peut y en avoir dans le miel ou dans les fruits. Et ça n'aura pas nécessairement le même métabolisme au niveau du corps. Donc, les sucres ajoutés, au niveau de l'industrie, je parle, c'est le glucose, le fructose et le sucrose. Le fructose, pourquoi c'est différent? Parce qu'il a un pouvoir sucrant un peu plus élevé, donc au goût, c'est déjà un peu différent. Mais quand on en mange, on n'a pas les signaux coupe-faim. Donc, on sent qu'on a encore faim, on a encore envie de manger. Et quand il entre dans le corps, il va être métabolisé par le foie, il va être transformé en gras. Et le gras va rester là, ça va causer un foie gras. Puis, il peut même y avoir du gras à l'intérieur des organes. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour les autres types de sucre. Celui qui est vraiment mauvais, comme je vous ai dit, parce que le fructose, il peut être retrouvé à l'état naturel dans les fruits, c'est quand on regarde sur les étiquettes, le HFCS, c'est celui qui est transformé par l'industrie.
Alors ça, c'était une diapositive, c'était une étude où des personnes avaient bu de la boisson qui était sucrée au fructose et d'autres avaient vu une boisson qui était sucrée au glucose. Au bout de 10 semaines, ils avaient pris le même nombre de poids. Mais ceux qui avaient ingéré le fructose avaient développé des graisses au niveau viscéral, donc dans l'abdomen, et avaient développé des problèmes comme la résistance à l'insuline, qui est comme un début de diabète, et des problèmes de cholestérol. Autre chose au niveau de l'environnement, c'est le microbiome. C'est quoi le lien entre les bactéries de l'intestin puis le poids? Il y en a un. Le microbiome, c'est la communauté de bactéries, c'est 100 000 milliards de bactéries qui résident dans notre intestin. Et puis, ces bactéries-là sont comme en équilibre. Alors, il y a un groupe de bactéries qui, lui, va augmenter l'absorption de sucre. Il y a un autre groupe de bactéries qui freine l'absorption de sucre. Et il y a comme une espèce d'équilibre qui fait qu'on maintient le poids. Quand on mange des aliments transformés par l'industrie, quand on a une mauvaise alimentation, ce qui arrive, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Et puis, les bactéries qui augmentent l'absorption des sucres, ils vont être plus élevés en proportion. Ça va augmenter le nombre de calories ingérées et donc, il s'ensuit une prise de poids. Donc, c'est un nouveau concept. Il y a beaucoup de données scientifiques qui sortent actuellement. On va peut-être, dans le futur, cibler peut-être comme un médicament là, ou un traitement via cette voie. Donc, ça, c'est le lien entre l'environnement puis comment ça affecte l'organisme. Maintenant, si on parle de la perte de poids, qu'est-ce qui arrive naturellement si on ne fait aucun effort pour perdre du poids? On va prendre du poids de manière naturelle, à peu près 1 kg par année. Ça, c'est la ligne pointillée. La ligne stable, qui est bleue, ça, c'est la ligne pour quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui ne fait pas nécessairement un régime alimentaire, mais qui fait de l'exercice et qui fait attention à ce qu'il mange au cours des années. Quelqu'un qui fait un régime et qui intentionnellement fait un déficit calorique va perdre du poids. Typiquement, ça va arriver dans les 3 mois qui suivent le déficit calorique. Et après 3 mois, à peu près à 6 mois, il va s'installer un plateau parce qu'on ne peut pas maigrir indéfiniment. Donc, le corps, il a comme un mécanisme de défense. Donc, il va ralentir son métabolisme et il va y avoir une période de plateau. Et au long terme, la personne qui va avoir eu un succès dans la perte de poids, bien, c'est ceux qui vont avoir réussi à maintenir parce que maintenir, c'est pas du tout facile. Qu'est-ce qui est recommandé comme perte de poids? Les grandes associations médicales disent que 5 à 10 % de perte de poids en dedans de 6 mois, ça peut être bénéfique. Si vous y pensez, là, 5 à 10 % du poids de base, c'est en moyenne à peu près 5 kilos. Donc, c'est quoi les bienfaits? Au niveau du diabète, ça se répercute par une diminution du risque relatif de développer un diabète de 16 % pour chaque kilogramme qui est perdu. Diminution des facteurs de risque cardiovasculaire, amélioration du bilan lipidique, de la pression artérielle, de l'apnée du sommeil et évidemment de la qualité de vie. Alors, quand vous y pensez, 5 % pour la majorité des patients, ils pensent que ce n'est pas beaucoup. La majorité des gens voudraient, comme poids idéal, perdre 35 % de leur poids. Alors, c'est 35 % de perte de poids, d'habitude, c'est ce qu'on voit après une chirurgie bariatrique. Okay? Et ça a été prouvé aussi dans la littérature. Quand on fait des changements aux habitudes de vie, ce qu'on va réussir à perdre, c'est à peu près 5 % de notre poids. Quand on combine avec ça des médicaments, on va chercher des fois un 15 %. En moyenne, c'est un 10 % de perte de poids au long terme. Et avec la chirurgie bariatrique, ça peut être entre 20 et 40 %, je dirais en moyenne, donc un 30 %. Donc, le but, c'est pas d'arriver à un chiffre, c'est vraiment d'améliorer la santé globale. Donc, n'oubliez pas que ce qu'on cherche à diminuer, c'est le tour de taille parce que c'est la graisse viscérale qui est la plus dangereuse. Est-ce que ça se peut qu'on n'arrive pas à perdre du poids? Oui. D'abord, il faut voir c'est quoi les barrières. Il peut y en avoir beaucoup. Quelqu'un qui va s'être fixé un objectif qui n'est pas réaliste, souvent, il va reprendre le poids perdu.
Donc, cette période de plateau où on fait des efforts et on n'arrive pas à perdre parce que le corps, justement, il résiste, ça, c'est une période de vulnérabilité. Donc, c'est important d'en être conscient. D'autre part, comme je vous ai dit, les conditions médicales, c'est rare que ces conditions-là soient vraiment directement la cause de l'obésité. Elles peuvent y contribuer, mais c'est rare d'avoir des syndromes de Cushing et puis des syndromes génétiques. Par contre, quand on va chez le médecin, d'habitude, on fait le dépistage pour s'assurer qu'on n'a pas ce genre de conditions-là. Une autre barrière, c'est les mauvaises habitudes de sommeil. C'est quoi le rapport entre le sommeil puis l'obésité? C'est que quand on ne dort pas assez ou qu'on n'a pas un sommeil réparateur, on a plus faim. L'appétit augmente et d'autre part, notre métabolisme diminue. Donc, on brûle moins, on mange plus. L'équation, c'est une prise de poids. Donc, je voulais simplifier de cette manière-là, mais il y a comme tout un schéma et une théorie derrière ça qui est étudiée et prouvée au niveau scientifique. Les médicaments, il y a beaucoup de classes de médicaments qui font augmenter l'appétit. Donc, quelqu'un qui est aux prises avec un problème de poids devrait considérer ou en fait voir avec son médecin s'il y aurait des alternatives pour les médicaments là, qu'il prend. Et finalement, les conditions psychiatriques qui peuvent être aussi des barrières tant qu'il y a un problème, soit de dépression, soit de désordre alimentaire, souvent, il va y avoir un problème pour atteindre les objectifs. C'est quoi l'hyperphagie boulimique? C'est un désordre alimentaire qui est quand même assez prévalent. C'est 16% de la population, donc c'est pas rien. Et puis, en fait, c'est des périodes de perte de contrôle au niveau alimentaire, mais c'est à l'extérieur des périodes de repas. Et puis, c'est ça, il n'y a pas de mécanisme compensatoire, c'est pas de la boulimie, il n'y a pas de vomissement induit ou d'exercice excessif, mais c'est vraiment une condition qui est quand même assez prévalente. Et puis, tant que ce problème-là est là, on a beau faire une chirurgie bariatrique, c'est pas des symptômes qui s'en vont nécessairement après, donc il faut s'y attaquer pour pouvoir avoir un succès, pour perdre du poids. Donc, ça fait le tour pour les barrières. Maintenant, quand on a fait tout ça et que, en fait, on a éliminé tous ces facteurs-là, puis on n'arrive toujours pas à perdre du poids, est-ce que c'est un vrai phénomène ou est-ce que c'est la personne qui dit pas la vérité ou qui sous-estime ce qu'elle mange? En réalité, il y a des études qui se sont penchées là-dessus. On sait, ça a été prouvé, c'est une étude qui date quand même de très longtemps, mais qui, d'après moi, est encore valide aujourd'hui. On sous-estime beaucoup ce qu'on mange. Ça a été prouvé. Par contre, quand on regarde dans la littérature scientifique, on voit que il y a des patients qui, pour la même quantité de calories prises, ne perdront pas autant de poids que d'autres. Alors ça ici, par exemple, c'est un programme qui incluait pas mal de monde, 1800 femmes, et c'était un programme avec des diètes liquides, c'était 900 kilocalories par jour. Et puis, en fait, on avait bien fait un screening pour s'assurer qu'il n'y avait pas de conditions médicales ou quoi que ce soit, ou de facteurs qui contribuaient au fait que ces patientes-là ne perdaient pas de poids. Et puis, vous voyez, elles ne perdent pas tous du poids de la même manière. Pour quelle raison? On pense que c'est au niveau des cellules musculaires. On pense que les cellules musculaires travaillent différemment selon qu'on perd du poids rapidement ou pas, et que tout ça, en fait, c'est relié à des gènes. Puis il y en a beaucoup des gènes qui sont reliés à la résistance à la perte de poids. C'est un domaine nouveau. On en parle de plus en plus dans les congrès. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement connu, mais peut-être que dans le futur, avec la recherche, on va être capable de cibler des traitements pour ce genre de patients-là. Ça, c'est un autre exemple pour vous montrer que ça a aussi été observé après les chirurgies bariatriques. Il y a une variabilité, et puis ce n'est pas nécessairement à cause de ce qu'on mange. Il y a aussi une prédisposition génétique qui fait qu'il y en a qui perdent plus que d'autres. Voilà. Donc, pourquoi c'est important, ce concept de résistance-là? C'est pour diminuer la culpabilité qu'on peut avoir
garder en tête d'avoir des objectifs de perte de poids réalistes, donner une motivation pour poursuivre les efforts et aussi pour changer notre attitude face à cette population-là. Parce que souvent, on peut avoir des préjugés ou on peut penser que c'est des patients qui mentent, etc. Au niveau médical, c'est pour orienter le traitement. C'est sûr que c'est un groupe de patients qui bénéficierait plus d'une chirurgie bariatrique pour vraiment aller chercher le maximum de perte de poids. Maintenant, j'aimerais glisser rapidement un mot sur comment on traite l'obésité. Donc, la roue principale de l'engrenage, c'est les modifications des habitudes de vie. Ça, si c'est pas là, le reste ne peut pas tourner, si on veut. Et puis, c'est vraiment, ça doit être continuel, parce que comme je vous ai dit, c'est à la base, il y a une étiologie génétique, donc c'est pas quelque chose qui est temporaire et puis après ça, qui se résout. Les habitudes de vie, c'est pas seulement une question de savoir quel aliment est plus calorique ou pas. Je pense que la majorité ont quand même des connaissances. C'est sûr que voir une nutritionniste, c'est très important et ça peut être bénéfique, mais c'est aussi d'avoir le contrôle sur son environnement. Donc, monitorer sa prise alimentaire. Il n'y a personne qui fait des journaux alimentaires, mais ça a été prouvé que ça marche, les journaux alimentaires, éliminer les aliments caloriques dans la cuisine, obtenir le support de son entourage et surtout être suivi par une équipe qui est qualifiée parce qu'on sait que quand on est suivi, ça aide au maintien versus quelqu'un qui fait qui essaie de perdre du poids seul. Des médicaments, maintenant, il y en a 3. Il y en a un tout nouveau qui vient de sortir il y a à peu près 2 mois, qui n'était pas encore disponible au Canada, mais qui était plus connu aux États-Unis. C'est le dernier, le Contrave. Le Xenical, il est là depuis longtemps. Le Saxenda, ça fait quelques années qu'il est là. Les 2 derniers, ils agissent sur la diminution de l'appétit. Le premier, en fait, c'est sur la diminution de l'absorption du gras par les intestins. Est-ce que ça fonctionne, les médicaments? Pas pour tout le monde, OK? Au bout de 3 à 4 ans, c'est ça la durée des études. On a juste des études sur 3 à 4 ans. Les patients qui ont perdu plus que 10 % puis qui l'ont maintenu, c'était à peu près 20 %. Donc, ce n'est pas la majorité des gens. La pharmacothérapie, ça fonctionne pour quelques-uns. Ça fonctionne à peu près, ça fait perdre à peu près un 5 %. Donc, quand on le combine avec les changements des habitudes de vie, bien, c'est là que ça peut être le plus bénéfique. Maintenant, parlons de la chirurgie bariatrique, qui est un secteur de pointe à l'hôpital Sacré-Cœur. Au Québec, on est la province où on a le plus accès à la chirurgie bariatrique dans tout le Canada. Il y a plusieurs types de chirurgie bariatrique. Ça, c'est des dessins pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, les plus populaires, c'est les gastrectomies verticales où on va retirer une partie de l'estomac, ou le bypass, donc le roux en Y, où là, on va vraiment causer une malabsorption. Alors, quand est-ce que c'est indiqué? C'est indiqué quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 35 avec un problème de santé, comme par exemple un diabète de type 2, ou bien un indice de masse corporelle supérieur à 40, même s'il n'y a pas de problème de santé associé. De plus en plus maintenant, quand on fait du diabète de type 2, si c'est très mal contrôlé et qu'on n'en vient pas à bout avec les médicaments, on peut y penser même si notre indice de masse corporelle est entre 30 et 35. Donc, même si on remplit ces critères-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est un bon candidat pour la chirurgie bariatrique. Il y a quand même un suivi et une évaluation qui doit se faire pour être sûr qu'on est un bon candidat. Donc, par exemple, pour l'admissibilité, bien, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une dépendance, par exemple, à l'alcool, à la drogue ou au tabac. Pourquoi? Parce que ça peut causer des problèmes au niveau de la muqueuse gastrique après la chirurgie. Il faut s'assurer qu'il y a une absence de cancer dans les dernières 2 années, qu'il y a une absence de maladies psychiatriques comme une dépression grave ou un trouble alimentaire. Et ensuite de ça, on fait tous les tests nécessaires. Et puis finalement, il faut rencontrer une équipe multidisciplinaire pour être sûr de bien cheminer là, dans ce processus-là. Est-ce que ça fonctionne? Les dernières études
qui ont été faites, là, on avait un recul de 12 ans pour le bypass. C'est quand même long, 12 ans. Alors, on sait que ça fonctionne, on sait que c'est durable, la perte de poids. Vous voyez la courbe, on perd beaucoup plus dans les quelques premières années, surtout la première année. Mais au long terme, après 12 ans, les patients avaient quand même maintenu 20% de perte de poids totale. Okay? Il y en a qui avaient repris complètement, mais en moyenne, on restait quand même avec une perte de poids résiduelle. Alors ça, c'est pour les pourcentages, pour les deux types de chirurgie. Toute chirurgie a un risque, évidemment. Le risque de mortalité, ça, c'est des données qui étaient prises du Réseau canadien en obésité, donc c'est partout au Canada. Le taux de mortalité, c'est moins que 1%. D'accord? On dit que c'est comparable à d'autres chirurgies abdominales. Donc, dans la littérature scientifique, ce n'est pas classé comme une très grande chirurgie à risque de mortalité. Par contre, il y a quand même un taux de complications d'environ 15% et un taux de réopération de 7%. Le côté bénéfique de la chose, c'est que la perte de poids est plus significative, plus soutenue, et il y a aussi une diminution des comorbidités, surtout le diabète de type 2, et une diminution de la mortalité qui est reliée à l'excès de poids. Donc, on voit ici l'amélioration des comorbidités dans le temps après un an après une chirurgie bariatrique. Voilà, donc ça fait le tour pour faire un petit résumé. Donc, l'obésité, c'est une maladie chronique. L'obésité, ça affecte la santé de l'individu en le prédisposant à des maladies qui touchent tout l'organisme. La consommation excessive de sucre ajouté cause la production de lipides au niveau du foie et le développement de graisses viscérales qui sont très dommageables pour la santé. Une perte de 5 à 10% du poids corporel en 6 mois est bénéfique pour la prévention des maladies métaboliques. Le but de la perte de poids, c'est d'améliorer la santé globale de l'individu et non pas d'atteindre un chiffre sur la balance. Il existe une variabilité génétique dans la perte de poids. La modification des habitudes de vie, c'est à la base du traitement et doit se poursuivre à vie. La pharmacothérapie est adjuvante au changement du mode de vie. Et la chirurgie bariatrique, c'est une option efficace et durable pour les patients avec obésité classe 2, donc IMC supérieur à 35 avec maladie associée, ou IMC supérieur à 40. Alors, je vous laisse sur cette diapositive qui est parlante d'elle-même. On prédit, si la tendance se maintient, qu'en 2025, il va y avoir 2,7 billions de patients qui seront en surpoids. Donc, il faut agir. C'est important de prévenir, puis de ne pas en arriver là, puis d'en prendre conscience. Ça m'a fait plaisir de vous présenter sur ce sujet, et puis maintenant, je serai prête à répondre à vos questions. Une très bonne présentation. Je pense que ça touche un peu tout le monde, même ceux qui se considèrent pas trop gros, mais en vieillissant, c'est plus facile d'en prendre. Les amateurs de vin, d'alcool. Au niveau de transformation de l'alcool, soit en sucre, soit en gras, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Puis, on dit toujours qu'un verre de vin rouge ou deux, c'est supposé être très bon pour la santé. Mais l'alcool qu'il y a dedans, c'est probablement moins intéressant. Donc, votre opinion là-dessus? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, c'est un produit sucré, d'accord? Alors, c'est sûr que c'est un apport de sucre important. Et c'est un apport de sucre qui va être transformé au niveau du foie en gras. Donc, ça va contribuer aux graisses viscérales. Alors, c'est sûr que quand il y a un excès de l'apport en alcool, des patients qui en consomment plus que 2 verres par jour, bien, c'est sûr qu'on va être à risque de développer ce genre de problème-là. Maintenant, l'alcool en soi, ça cause aussi une toxicité au niveau des cellules hépatiques, donc au niveau du foie. Donc là, on a la combinaison du sucre qu'il y a dedans et de l'alcool en tant que tel. Donc, deux facteurs qui sont, qui jouent contre un petit peu les cellules hépatiques. Et donc, ça augmente les chances d'avoir des problèmes. Mais c'est ça un peu le mécanisme. L'alcool contient énormément de sucre, que ce soit du vin, que ce soit de la bière. Et donc, pour cette raison-là, c'est très important de limiter la consommation. Ça répond à votre question?
Malheureusement, oui. Est-ce que le taux d'activité physique peut quand même pallier un peu? Donc, si on est... Non, je me cherche des défaites. Si effectivement on marche 1 heure par jour, ou si on fait du jogging, on fait des activités physiques assez demandantes, parce que j'ai toujours entendu parler du fameux bilan. On mange tant de calories, on dépense tant de calories. Si on mange plus de calories qu'on en dépense, bien, à un moment donné, pas besoin d'être un gros comptable pour savoir qu'on va emmagasiner. Oui. Donc, la place de l'exercice physique. Alors, l'exercice physique, ça a été prouvé comme étant excellent pour diminuer la résistance à l'insuline, diminuer le risque de diabète et diminuer toutes les comorbidités que je vous ai montrées. C'est sûr qu'il faut en faire énormément pour ce qui est strictement de la perte de poids, OK? Ce qui va beaucoup, beaucoup influencer la perte de poids ou le fait de ne pas en prendre, c'est vraiment au bout du compte ce qu'on mange. Ça compte beaucoup, beaucoup qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Donc, déjà, faire 30 minutes de marche par jour, c'est déjà pour plusieurs un défi. Et pour la plupart des gens, c'est ce qui va permettre de maintenir, si on veut, un état d'équilibre. Si on veut perdre du poids, bien, souvent, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange ou qu'on consomme des quantités importantes d'alcool, puis on se dit, de toute façon, je vais brûler les calories avec l'exercice, il faut en faire beaucoup d'exercices pour arriver à cet équilibre-là. Donc, ça, je base ce que je dis par rapport à des données là, qui étaient dites dans un congrès d'obésité. On a un kinésiologue dans la salle qui pourrait aussi contribuer à la réponse, là. Mais il ne faut pas voir les choses de cette manière-là parce que pour la plupart des gens, là, il faut vraiment faire beaucoup d'exercices pour éviter la perte de poids. Oui, dans la lignée de ce que M. Pelland disait, une fois que les dommages sont faits, qu'on a le foie gras, à part arrêter l'alcool, est-ce que, je ne sais pas, des cures de désintoxication, ou moi, on m'avait dit la vitamine B6 ou des trucs comme ça. Est-ce que, ou la vitamine D, est-ce qu'il y a des choses qui aident un peu à nettoyer le foie? Ce qui va aider, c'est la perte de poids. C'est vrai que je ne l'avais pas inclus là, dans les choses qui s'améliorent. En fait, il y a différents stades, OK? Au niveau du foie gras, il y a différents stades. Donc, ça commence un petit peu, puis là, à un moment donné, il y a tellement de cellules graisseuses dans le foie que ça devient comme une cirrhose, comme quelqu'un qui boit de l'alcool à tous les jours. Mais en fait, c'est causé par l'obésité. Donc, dans les premières étapes de cette formation de gras, ça peut encore être réversible si on perd du poids, OK? Par contre, il y a un certain seuil où ce n'est plus réversible. Et là, on parle de cirrhose, OK? Donc, c'est important d'agir rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut perdre du poids. Vraiment, c'est juste ça. Prendre des médicaments pour le cholestérol peut aider, mais il n'y a pas une méthode miracle, là. Il n'y a pas une vitamine qu'on prend ou malheureusement. C'est vraiment de faire attention à ce qu'on mange. Oui. Et évidemment, éviter les facteurs qui empirent, comme l'alcool. L'alcool, c'est toi, c'est lui qui a commencé ça. J'ai entendu l'équation suivante. En termes de poids, 70% d'importance est la nourriture et 30% l'exercice. Dans un régime de maintien ou de perte de poids. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je vous dirais que ce qu'on mange contribue beaucoup, beaucoup pour l'excès de calories. On sous-estime beaucoup ce qu'on mange. Et comme je vous ai dit, les dernières données là, sur ce sujet, parce que, bon, j'ai regardé un petit peu les données sur l'exercice physique en tant que tel. L'exercice physique, c'est nécessaire et c'est important pour minimiser les comorbidités, pour arriver à un meilleur contrôle du diabète, par exemple. Mais pour ce qui est de la perte de poids, là, c'est pas l'exercice physique seul qui va faire en sorte qu'on va y arriver. La nourriture et ce qu'on mange, c'est primordial. Et ça, effectivement, il y a plus de poids qui devrait être accordé à ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'exercice. Il
faut pas interpréter ça de cette manière-là. Je pense que la recette gagnante, c'est de combiner les deux. Donc, l'exercice aide les comorbidités Oui, et l'alimentation aide le poids. oui. Si on résume. Ah, Pierre, un autre verre de vin? Je veux juste savoir ton opinion sur le, je ne sais pas comment dire en français, là, mais le intermittent fasting. Ah On oui, entend beaucoup parler les de ça. fameuses Là. diètes, le jeûne intermittent. Ouais. Donc ça, c'est des diètes avec un jeûne qui change. C'est pas, ça dépend des diètes. Là. Il y a des fois qui vont jeûner pour 16 heures, puis de temps en temps, il y a une journée complète de jeûne. Il y a différents types de jeûne intermittent. Pour le moment, d'accord, il n'y a aucune association médicale ou société médicale là, qui s'occupe de l'obésité qui recommande ces diètes-là, d'accord? Et d'ailleurs, aucune diète vraiment, ni les diètes cétogènes, ni les diètes protéinées sont recommandées. Il n'y a pas un type de diète qui a été prouvé dans la littérature scientifique comme étant meilleur qu'un autre pour perdre du poids. Le maintien du poids à long terme avec ces diètes-là, ben, on ne le connaît pas vraiment. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, évidemment. Il y a un jeûne, il y a un déficit calorique, donc ça fonctionne. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Donc, c'est probablement parce qu'on ne peut pas nécessairement y adhérer de manière continuelle non plus. Donc, voilà. Il n'y a pas un type de diète qui est recommandé. Ouais. Ça fait le tour. Je vous remercie.